Bonjour, me revoici pour une vidéo qui fait suite à celle que j'avais publiée il y a quelques semaines et qui présentait la maquette du Jukedu. Alors pour mémoire, le Jukedu c'est simplement un lecteur MP3 assez banal qui a juste deux ou trois fonctionnalités un peu particulières dont j'avais besoin et que j'ai jamais trouvé réunies dans un même appareil du commerce. Donc j'ai décidé d'essayer de me fabriquer mon propre lecteur MP3. Bon, et c'était surtout un prétexte à faire du développement autour de l'Arduino, car j'aime beaucoup ça. Et donc cette maquette elle fonctionne bien, j'en étais très content, donc j'ai décidé d'en faire un prototype, quelque chose qui va fonctionner en standalone, sans Arduino, sans PC, etc. Et on voit ici le prototype éclaté qui est ici, parce que le prototype en fait je vais le mettre dans une boîte parallélépipédique qui va faire environ 20 cm sur 12 et une dizaine de haut. Mais avant de mettre dans la boîte, j'ai souhaité mettre ce prototype ici, ce que j'appelle un prototype éclaté, donc à plat sur cette planche, pour faire deux phases de test. Une première phase de test qui a consisté à le laisser fonctionner pendant 3 nuits de suite, pendant 9 heures d'affilée, pour m'assurer que ça ne se plantait pas du tout. Donc pendant 9 heures d'affilée, il a enchaîné des dizaines de lectures de MP3 automatiquement et il s'est jamais planté pendant 3 nuits, ça s'est terminé hier. Et donc la phase suivante, c'est que je vais encore le laisser de cette façon éclater quelques jours pour le tester dans ma table de nuit, m'assurer qu'il n'y a pas de parasites audio, qu'il n'y a pas de choses que par exemple les variateurs des lampes de chevet ne viennent pas perturber, parasiter le système, etc. Donc je vais refaire quelques tests avant de faire la mise en boîte finale. Mais là, on est bien sur les modules que j'ai fabriqués et ceux que j'ai achetés dans le commerce qui vont aller dans le prototype tel qu'ils sont. De même ici, les câblages et connecteurs ont été étudiés au plus court pour être compatible avec le boîtier que j'ai prévu. Donc le jour où je décide de finaliser tout ça dans la boîte, j'ai qu'à dévisser et tout monter dans la boîte et avec les mêmes câbles et ça devrait rouler sans problème. Donc l'objet de cette vidéo, c'est de présenter ce prototype et également revenir un peu sur les fonctionnalités qui ont légèrement évolué. Alors donc je ne parlerai qu'assez peu des bibliothèques, du code. Parce que ça, je vais faire une documentation au format PDF, parce que parler de problèmes de code dans une vidéo, c'est pas génial, il vaut mieux illustrer ça par du texte. Donc je ferai un PDF, et dès que j'ai trouvé un endroit où le positionner, je mettrai le lien en commentaire de la vidéo. Et donc là, je vais surtout me consacrer au matériel. J'aborderai un peu les librairies, mais uniquement pour l'afficheur. Bon voilà, je vais faire la démonstration, je vais le mettre en marche d'abord. On voit ici qu'il y a le module d'alimentation que j'ai fabriqué, c'est une banale alimentation 5 volts qui est régulée par un 7805 avec un filtrage, un transfo. Elle est capable de délivrer environ 200 mA, ce qui est 2 fois ce dont a besoin le projet en fait. Mais elle a juste la particularité, comme je voulais quelque chose que je puisse couper sur une temporisation logiciellement, elle est ici commandée, c'est ce que j'appelle commandée par un relais ici, dont les contacts de travail sont en série avec la phase du 220, et donc quand le relais est au repos, le transfo n'est pas alimenté, ça ne consomme pas de courant, il n'y a rien qui fonctionne. Pour provoquer le démarrage, il faut appuyer sur ce poussoir ici, qui vient court-circuiter les contacts du relais, alimenter le transfo et faire monter le 5 volts. Dès que le 5 volts a monté, on vient ici alimenter ce module, dont je vais reparler après. Donc c'est le module qui remplace l'Arduino. C'est un module microcontrôleur ATmega 328P que j'ai fabriqué. Et dont le croquis commence, dans le croquis, on commence par faire monter à 5 volts une pin digitale de la T-Mega 328 pour venir ici saturer ce transistor de N2222 via une résistance de 6 kV. Et ce transistor vient ici faire tirer le relais et donc maintenir, en fait il vient prendre le relais, c'est le cas de le dire, du poussoir qui est ici pour maintenir l'alimentation.
Accessoirement, le transistor ici a une résistance de 390 ohms qui vient illuminer cette LED verte pour indiquer que l'ensemble s'est bien mis en marche et que on peut relâcher le bouton. Alors, je vais faire la démonstration, j'appuie sur le bouton, voilà. On voit que c'est quasi instantané, ça s'allume tout de suite. Il n'y a pas besoin d'attendre, le croquis démarre très très vite. Alors par contre, on voit ici qu'il y a un code d'erreur, ça fait un code d'erreur 10 ici, et que la LED rouge ici clignote rapidement. C'est ma façon d'indiquer, comme dans tous mes projets, qu'il y a une anomalie matérielle grave et que ça ne peut pas fonctionner. Et au bout de quelques secondes, voilà, au bout de quelques secondes, c'est pas la peine de laisser comme ça, et ben je fais retomber, le croquis fait retomber la saturation du transistor et coupe tout. Ça sert à rien de rester en anomalie pendant des heures si on ne l'a pas vu. Donc là, l'erreur 10, en fait, c'est un code d'erreur fatal qui dit qu'il y a un problème avec le lecteur de carte micro SD. Il y a une table de correspondance des codes d'erreur. En l'occurrence, le code d'erreur 10, c'est que ici, la carte micro SD, elle n'est pas enfoncée. Voilà. Donc ça ne pouvait pas fonctionner. Je remets en marche. Et là, ça démarre bien. On a vu là, un voyant vert, c'est quasi instantané. Comme il s'allume, je vais parler tout de suite de cet afficheur. C'est donc le premier module, ça c'est un module que j'ai acheté. C'est un afficheur 4 lignes de 20 caractères. Donc il a une librairie qui est pas terrible, on voit néolithique, ici il n'y a pas l'accent, parce qu'il ne sait pas afficher les caractères accentués français, c'est pas grave. Moi j'ai fait une petite routine, une petute fonction qui transforme les caractères accentués en point médian. C'est moins moche que le point d'interrogation inversé que met la bibliothèque par défaut. C'est plutôt le logiciel de l'afficheur qui fait ça. Et aussi, il sait pas scroller une seule ligne, il scrolle les 4 lignes d'un coup. Donc pour faire scroller mon nom long ici, j'ai dû écrire une fonction spéciale qui est pas terrible d'ailleurs, ça scintille un peu, ça clignote, mais bon, comme a priori c'est un appareil dont j'ai dit qu'il devait être utilisable la nuit, voire par un non-voyant dans l'obscurité, c'est pas trop grave, normalement j'aurais même pu faire sans cet afficheur. Si je l'ai mis quand même, c'est parce que j'ai trouvé un afficheur ici qui fonctionne sur un bus I2C, donc il consomme que 2 fils. Parce que des fils, j'en avais pas trop. La Temega 328P, il n'a pas beaucoup de sorties, c'est un de ceux qui en a le moins. Donc j'ai pas voulu mettre un afficheur qui consomme trop, donc là il en consomme que 2. Il fonctionne sur le bus I2C, le bus I2C c'est ici, là en vert il y a une horloge, et en blanc un fil de données. Et ça suffit pour faire fonctionner cet afficheur. Il est équipé en dessous, on ne le voit pas, d'un petit potentiomètre qui permet de régler le contraste, mais il a aussi un cavalier qui vient faire fonctionner une LED de rétroéclairage. Rétroéclairage qui est aussi commandable par logiciel, parce qu'on voit bien ici que j'ai éteint le logiciel. Mais moi, cette LED, j'ai ajouté ici cette petite résistance variable de 1 kΩ. C'est un potentiomètre réglable qui me permet de baisser, de baisser considérablement la lumière. Alors là je vais remettre au max pour la démonstration, c'est plus visible. Alors pourquoi? Parce que comme je disais, je vais utiliser ça dans l'obscurité totale de ma chambre, donc j'ai pas besoin que ce soit extrêmement lumineux. Donc ça je vais baisser, et en même temps ça économisera la LED de rétroéclairage parce qu'elles ne sont pas éternelles, et là elle est en dur dans le boîtier, il n'est pas question de pouvoir la changer. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai ajouté cette petite résistance variable. Elle ne sera pas en face avant, elle sera cachée en dessous. Je la réglerai une fois pour toutes. Et puis, on n'en parlera plus. Je vais en profiter pour montrer tout ce qu'affiche cet afficheur. Dans quel dossier on se trouve. L'appareil a démarré ici en défaut. On démarre toujours dans un dossier qui s'appelle défaut. C'est paramétrable. C'est également, sur la carte micro SD ici, il y a un fichier texte sous la racine qui contient la temporisation par défaut, que j'ai mis à 90 minutes, un volume de démarrage pour quand on en a besoin, et puis également le nom du dossier par défaut, que moi j'ai appelé défaut tout bêtement. Donc on démarre toujours dans ce dossier. En dessous, le nom long du fichier qui est en cours de lecture. Je vais mettre le son, on va entendre que ça lit. En forme de ruban. Et les gens du Sud, on les appelait les cardiots. Voilà. Je ne vais pas laisser, pas besoin d'écouter ça. Donc on fait défier le nom long du fichier en cours de lecture. Ici, on voit qu'on a lu 9 minutes sur un fichier qui dure 28 minutes. Que 87 minutes ici, c'est ce qui reste de la tempo. J'ai démarré l'appareil donc il y a 3 minutes, il reste 87 minutes avant que tout s'éteigne tout seul. Et le volume est réglé à 226. On peut aller de 0 à 254. On voit que j'ai toujours la tempo d'une quinzaine de secondes, une vingtaine de secondes. Et on est en mode fichier.
ces deux boutons ici servent à changer de fichier, mais aussi on peut aussi changer de dossier. Donc on peut ici, si je fais un deuxième appui, je passe en mode dossier et ça me permet de changer de dossier. Je vais passer au dossier suivant par exemple. Voilà, c'est un dossier qui s'appelle Science. On voit que ce dossier, et alors on remarque qu'il n'a pas commencé au premier fichier, mais au sixième. Il n'a pas commencé à 0, mais à 6 minutes, et à un volume de 206. Pourquoi? Parce que précédemment, c'est une fonctionnalité que j'avais voulu implémenter. Précédemment, j'écoutais le sixième fichier, celui-ci. J'en étais arrivé à 7 minutes. J'avais réglé mon volume à 206. J'ai voulu arrêter. J'ai mémorisé cette situation pour pouvoir la reprendre plus tard. On va voir si je m'amuse à dérégler. Je vais passer au fichier 7 par exemple. Voilà. Donc il revient au début cette fois, à 0. Je vais passer le volume à 208. Si je rappuie sur ce bouton ici, hop, ça recharge ma sauvegarde, le fichier 6, à 6 minutes avec un volume de 206. A l'inverse, ici, je vais passer, on va faire un truc, je vais passer au fichier 8. Voilà. Je vais mettre mon volume à 208. C'est pour, je mets des valeurs rondes ici pour que ce soit facile à retenir. Et je vais passer ici, alors si j'appuie longtemps ici, ça passe en accéléré. Voilà, je suis à 8. J'ai envie d'arrêter là, de sauvegarder. Je fais cette fois un appui long sur cette touche. Hop, le voyant rouge s'allume pour indiquer qu'il a bien compris que j'ai fait un appui long. Et ça y est, j'ai mémorisé pour une autre fois. Si je change de dossier ou si j'éteins l'appareil, quand je vais aller dans ce dossier, je recommencerai au 8e fichier, à la minute 8 et avec un volume de 208. Je vais changer de dossier pour le montrer. Je vais passer au dossier suivant, s'il y en a un. Normalement, le dossier suivant, je sais, oui, il y en a un, c'est avec un dossier avec des polars. Si je reviens donc sur mon dossier Science, on voit qu'on reprend bien le 8e fichier à la minute 8 et au volume de 208. Voilà, c'est la fonctionnalité la plus importante à laquelle je tenais, avec la possibilité de mise en veille ici. Mise en veille ici, on voit que j'ai donc mis en marche à 80, j'ai dit il y avait 90 minutes au départ, il en reste 85. Si je veux réarmer la tempo à 90 minutes, j'appuie, je fais un appui bref ici sur ce, voilà, ça repart à 90 minutes. Si je fais un appui long, voilà, ça rajoute 90 minutes. Je vais refaire à chaque fois que je vais faire un appui long, je rajoute une fois la tempo, les 90 minutes. Voilà, 360, 450, voilà, 540 par exemple, ça fait 9 heures. Bon, j'ai pas du tout ça, mais c'est ce que j'ai utilisé pour faire les 3 nuits de test où j'ai fait tourner l'appareil pendant 9 heures. J'avais réglé la tempo ici sur 540 minutes. Évidemment, j'avais pris le dossier par défaut où il y a 60 MP3 qui durent chacun au minimum une demi-heure pour être sûr que ça ne s'arrête pas par manque de munitions. Alors, je vais changer de dossier. Je vais venir sur le dossier défaut. Ouais, il a 60 et je me mets sur celui-là. Avec 540 minutes, ça me permet de tester toute une nuit. Bon voilà, j'ai fait le tour de l'afficheur et je vais passer maintenant au gros du produit. Ce sont ces 3 modules là-bas. Alors, donc c'était construit autour d'un Arduino. Désormais, c'est construit autour de ce module que je vais montrer ici. Là, on voit une photo ici de ce module sans. J'espère que la mise au point se fait bien. C'est le même module. D'ailleurs, c'est les mêmes ici sur la planche, mais sans le câblage pour qu'on les voit bien. Donc ça c'est repris du schéma de l'Arduino et que j'ai redessiné sur un plus petit circuit et de façon complètement dépouillée. C'est-à-dire que là on n'a pas d'alimentation sur le circuit intégré, on n'a pas de prise USB pour connecter au PC. Et on a quelques petites modifications. Le strap qui est ici, en principe, c'est une self de 10 micro-henry qui sert à bien découpler l'entrée RF qui est ici, afin de faire des mesures analogiques très précises. Bon, là, j'en ai pas besoin, j'ai pas de mesure analogique à faire, donc j'ai mis un strap. Ça suffit, ça suffit, mais bon, c'est un truc qui n'existe pas sur l'Arduino lui-même. De même, sur l'Arduino, il y a une résistance d'1 mégohm ici entre les pattes du quartz. Manifestement, elle sert à rien, c'est ce que j'ai lu un peu partout, et moi, c'est le 5e module que je fabrique de ce type, et je l'ai jamais mis et j'ai jamais eu le moindre problème. Par contre, j'ai eu plusieurs fois des problèmes au démarrage avec mes propres modules où ça démarrait dans des situations bizarres de chargement du croquis et ça c'est pas bien documenté, mais j'ai trouvé sur un forum
quand même un gars qui expliquait que qu'il fallait introduire un retard sur le reset. Donc j'ai mis ici un condensateur de 100 nanofarad, en plus de la résistance qui va au plus 5 ici sur la patte reset du processeur, du microcalculateur, pour retarder un peu le reset à la montée de la mise sous tension, et j'ai plus jamais de problème de démarrage. Donc ça coûtait pas cher, je l'ai fait. Voilà, donc voilà pour ce module. Donc ensuite, on voit il est ici, hein, il fait 51 mm, donc il est plus petit que l'Arduino, on ne peut pas y mettre les shields habituels. Par contre, l'ordre des pins est le même que sur l'Arduino, ce qui fait que si j'avais besoin de refaire du maquettage, ici je pourrais très bien débrancher mes trois petits connecteurs ici qui viennent sur la partie haute des digitales et la partie basse, et sur les analogiques, et les brancher directement sur un Arduino pour reprendre du maquettage de façon assez facile. Voilà, j'en parle plus de ce module. Ensuite, on a donc l'essentiel ici pour donc décoder des fichiers MP3, c'est le lecteur de carte micro SD, lecteur enregistreur de carte micro SD, qui est un module Catalex, et là-bas le décodeur MP3, qui est un module qui est fabriqué par LC Technologies, qui utilise un circuit spécialisé de type VLSI, qui est un VS1053. Alors, ces deux modules dialoguent avec le microcalculateur sur ce qu'on appelle le bus SPI. Le bus SPI, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un bus qui nécessite au minimum 4 fils. Alors, il y a 3 fils qui sont communs, qui vont alimenter tous les esclaves. Lui, c'est le maître, et chaque module ici est un esclave. Donc il y a 3 fils d'abord qui sont communs. On a une horloge, ici c'est le vert, qui est forcément sur la pin 13 de la Temega 328. On a ensuite le MISO. Alors le MISO, c'est le fil qu'on va voir après qui m'a causé beaucoup de soucis. C'est le fil sur lequel les esclaves viennent répondre aux questions, aux demandes du maître, ici, du microcalculateur. Donc lui, il est toujours sur la pin 12, on ne peut pas changer. MISO, ça veut dire Mastering Slave Out, c'est-à-dire qui sort des esclaves pour aller dans le maître. Et ensuite, on a l'inverse, parce que pour que le microcalculateur pose des questions, envoie des informations à ses esclaves, eh ben, il faut un fil aussi. C'est ce qu'on appelle le Master Out Slave In. Donc, voilà, c'est le minimum, mais ça suffit toujours pas, parce que quand si le maître envoie des informations sur le fil ici, on voit qu'il est partagé en deux ici, hein, il est dédoublé. Donc c'est le même qui va sur les deux esclaves. C'est la même horloge, le même MOSI, le même MISO qui va sur les deux esclaves. Mais donc quand il parle, quand il pose des questions, il faut savoir quel module est concerné. Donc, par contre, chaque module a un fil en plus qu'on appelle le CS, le Chip Select. Et quand le microcalculateur veut parler au module ici, l'acteur carte micro SD, eh ben, il fait mettre à 1, je crois, ou à 0, c'est pas important. Enfin, il va, via le fil Chip Select, dire tiens, c'est à toi de me parler, ou c'est à toi que je m'adresse. Et il y a un autre fil. Voilà. Donc là, je crois qu'il est ici sur je sais plus sur les. Là, ceux-là, par contre, on peut les choisir. Ils sont pas en dur, on met un peu ce qu'on veut. Je crois que pour le CS du chip select, j'ai choisi la pin 6, et pour le chip select de la carte micro SD, c'est la pin 9. Alors j'ai choisi ces pins parce qu'elles sont compatibles avec les modules SparkFun. Parce que la librairie que j'ai utilisée pour le décodeur MP3 est la librairie qui était dédiée à un module SparkFun. Mais j'aurais pu très bien les changer. Alors il faut juste faire attention, c'est que dans certaines utilisations du bus SPI, on peut avoir ici un fonctionnement différent. Là, lui, il est maître, et là, on a deux esclaves. Mais dans certains, on pourrait par exemple avoir deux microcontrôleurs ou trois microcontrôleurs reliés ensemble en SPI et qui veulent se parler, et il y en aurait donc deux qui seraient esclaves et un qui serait maître. Et c'est grâce à la pin 10 que le microcontrôleur sait s'il est esclave ou maître, parce qu'on ne peut pas lui dire de façon logicielle. C'est si on met la pin 10
à l'état comme une sortie, eh ben, il se considère comme un maître. Si on le met comme une entrée, il se considère comme un esclave. Donc on voit que ici, il faut absolument avoir pensé à utiliser la pin 10 en sortie, pour que lui se considère bien comme un maître. Donc en l'occurrence, moi j'ai pris la pin 10 pour commander le relais, donc c'est une sortie et il se considère bien comme un maître. Il faut faire attention à ce petit détail. Donc voilà, donc ces deux modules, alors je les ai testés séparément d'abord, hein, j'ai fait peu à peu le maquettage, et mes deux modules fonctionnaient parfaitement bien. On notera que sur ici le module, comment il s'appelle, décodeur MP3 de LC Technologies, il y a ce petit sous-module. Alors pourquoi? C'est parce que le circuit qu'on voit ici, je vais montrer ici le module de façon sans câblage. Ici, le cœur de ce décodeur MP3, c'est ce circuit VLSI qui est un VS1053 qui n'accepte pas de signaux supérieurs à 3,6 volts. Et donc, ils sont reliés ici directement, il n'y a pas d'interface ici sur les pins du connecteur. Et ça, donc, ça va ici dans la T-Mega, qui lui envoie du 5 volts. Ça peut fonctionner très longtemps, mais ça peut aussi cramer le circuit assez rapidement. Donc, j'ai fabriqué ce petit module ici, qui est un module d'interface qui vient simplement faire chuter les signaux 5 volts aux alentours de 3 volts avec des ponts diviseurs à résistance. Donc là, on en a, parce qu'il y a deux signaux en plus pour lui, il y a le DREC et le DCS, et on a l'horloge, le MOSI. Le MISO, lui, il passe direct parce que c'est dans l'autre sens, et lui, il comprend très bien le 3 volts 3, il n'y a pas besoin d'artifice entre deux. Donc il y a l'horloge, le MOSI et le chip select. Et puis deux signaux supplémentaires, DCS et data request. Et donc j'ai fait ça avec des ponts de résistance. Alors, on le voit ici, c'est le même ici qui est retourné, qui vient sans fichier. On voit ici un petit connecteur, ça vient sans fichier directement dans le connecteur qui est là. Alors ça, c'est une solution qui est extrêmement décriée par les spécialistes et surtout par les puristes, mais qui, moi, ne m'a jamais posé le moindre problème. Pourvu qu'on fasse attention, ici les pattes des résistants sont coupées assez courtes, essayer de mettre un peu de plan de masse et faire des choses extrêmement courtes, si ça vient se connecter directement sur le connecteur. Les fils ici sont très courts, ils font moins de 10 cm, et ben là ça fonctionne parfaitement. J'ai eu moindre souci avec cette solution. Si on veut faire mieux, je me suis déjà amusé. Ici j'ai fait un petit module qui contient des CD4050, c'est une solution qui est un peu meilleure. Donc il y a sextuple buffer, non commandé bien sûr, ça a 2 états simplement. Donc lui, si on l'alimente en 3 volts 3, on peut très bien lui envoyer des signaux 5 volts, et de l'autre côté il renvoie des signaux en 3 volts 3, mais cette fois très vite et très propre, mieux qu'avec des résistances, c'est sûr. Mais bon, ça fonctionnait bien en l'occurrence sur ce projet avec mes résistances. On constate ici que par contre, sur le module carte micro SD ici, eh ben, il n'y a pas ce petit sous-module. Pourquoi? Parce que de même que le VLSI là-bas n'accepte pas des signaux de plus de 3 volts 6, les cartes micro SD ici, à ma connaissance, toutes les cartes micro SD du monde fonctionnent en 3 volts 3. Et donc, normalement, ça devrait être pareil. Mais on voit, je vais reprendre la photo, on voit ici que sur ce module ici, il y a un circuit intégré spécialisé qui s'appelle un LVC125A et qui est un quadruple buffer à 3 états. Et lui, bah, il fait un peu comme celui que j'ai montré avant, le 4050, il abaisse les signaux de 5 volts en 3 volts, avec la particularité d'être commandé. C'est-à-dire qu'il peut, si on lui dit c'est pas à toi que je parle, on lui envoie le chip select sur la commande de chaque buffer, et si on dit c'est pas à toi que je parle, bah en sortie, il met rien du tout, il met ni un 0 ni un 1, il met un état haute impédance. Et on voit ici qu'il y a un bricolage, parce que quand j'avais testé chacun de ces modules, celui-là avec mon petit adaptateur, tout seul, fonctionnait parfaitement, celui-là, tout seul, fonctionnait parfaitement, et dès que je mettais les deux ensemble, il n'y a plus rien qui fonctionnait. J'ai rapidement découvert que quand le maître ici interrogeait l'un ou l'autre des esclaves, eh ben, les esclaves répondaient bien, mais les réponses étaient complètement erronées. C'est-à-dire que sur le fil MISO, en fait, on recevait des datas complètement n'importe quoi. Je me suis ouvert du problème sur le forum qui s'appelle Arduino français, et un contributeur sympa dont j'ai oublié le nom, il m'excusera, m'a expliqué
que c'était lié à un défaut de conception matérielle de ce module micro SD Catalex. En effet, le signal MISO, qui en fait qui vient de la, qui s'appelle pas MISO sur la carte micro SD, il s'appelle je crois date 0. Le signal MISO, ils ont utilisé le 4e buffer ici, ce qui servait à rien d'ailleurs, parce qu'en fait ils le transforment en, ils prennent un signal qui est en 3 volts, ils le renvoient en 3 volts. Donc ça n'avait aucun intérêt. Lui, je rappelle qu'il comprend très bien les signaux en 3 volts par contre. Mais en plus, le buffer utilisé pour renvoyer le signal MISO, il avait sa patte de commande reliée directement à la masse. Ce qui fait que même quand c'était pas son tour de parler, sur le fil MISO, il y avait un état qui était ou 0 ou 1, on ne sait pas trop, mais qui n'était pas haute impédance. Et donc, imaginez qu'il y a un 0 par exemple, au moment où lui envoyait des informations en montée des 1, on avait les 1 qui étaient court-circuités par le 0 qui était là à chaque fois, et ça perturbait considérablement la communication. On pouvait actuellement jouer avec une résistance entre les deux, ça fonctionnait vaguement, mais c'était quand même vraiment pas terrible. Le contributeur en question m'a renvoyé sur des sites américains où il y avait des schémas, et on voyait un gars qui proposait une modification qui consistait à dessouder la pin de commande du 4e buffer, 3 états, la soulever et la relier au chip select pour dire que quand c'est pas son tour de parler, la sortie MISO soit en haute impédance. Donc j'ai fait ça sous le microscope, c'est du CMS, c'est minuscule. Mais j'avais à peine soulevé la patte en question qu'elle a cassé net à la base. C'était vraiment très fragile. C'est pas que j'étais maladroit, elle était vraiment extrêmement fragile. Elle a cassé net à la base, donc j'ai failli jeter le module. Puis je me suis dit qu'après tout, le MISO il sortait bien ici en 3V3. Donc j'avais pas besoin de ce buffer quelque part. Donc j'ai coupé la piste ici quelque part qui venait du buffer ici. J'ai coupé la piste. Et je l'ai raccordé directement, on voit cette petit strap qui est là, qui est un très fin fil. J'ai mis un peu de vernis à ongles pour plus que ça bouge. Et je l'ai relié directement à la sortie MISO. J'ai relié directement la sortie date 0, qui est le MISO de la micro SD, sur le MISO. Et de là, tout a fonctionné parfaitement. Donc voilà, j'étais bien content, plus de soucis, et c'est extrêmement stable, j'ai plus vraiment aucun problème. Mais il faut retenir donc que les esclaves en SPI, il y a un peu de tout. Il y en a certains qui, lui, s'alimentent bien en 5 volts. J'ai pas eu besoin de faire une alimentation 3 volts. Par contre, il ne faut pas lui envoyer de signaux 5 volts directement dans la tronche parce que ça risque de le cramer. Lui, par contre, normalement, il voudrait aussi des signaux 3 volts, mais il a son propre convertisseur 3 volts, 5 volts vers 3 volts, donc là pas besoin de faire un bricolage, là il a fallu en faire un. Les deux par contre ici, les deux s'alimentent en 5 volts, parce que sur la photo ici on voit que chacun ici, je ne sais plus lequel des deux c'est, là et là on a deux circuits régulateurs 3 volts 3, donc on peut bien les alimenter en 5 volts, et ils convertissent eux-mêmes, ils se font leur propre 3 volts 3 pour alimenter leur circuit essentiel. Mais il existe aussi des modules SPI qui doivent être alimentés en 3 volts et qui n'ont pas d'alimentation de circuit de régulation en 5 volts. Donc il existe de tout. Donc il faut faire très attention quand on relie quand on relie deux esclaves SPI ensemble. Idéalement, je crois que si je refaisais un projet avec deux esclaves SPI, je ferais quelque chose d'un peu plus sophistiqué. J'utiliserais sans doute un petit module sur la base de celui-ci avec un 40-50 pour les signaux qui n'ont pas besoin de sortie à haute impédance, et puis un petit circuit buffer 3 états pour deux buffers 3 états pour relier les MISO de façon saine et propre. Mais bon, pour ce projet tel que c'est là, tout fonctionne parfaitement. Voilà, il me reste qu'un module à évoquer, et dont j'ai plus ou moins fait la démonstration ici, c'est le clavier. Donc comme je disais, j'ai pas beaucoup de pins disponibles sur la TMega 328, donc il fallait absolument que j'encode le clavier. J'ai voulu éviter les systèmes à matrice, ça me plaisait pas trop, donc j'ai simplement ici fait un système à diode. Je crois que c'est un peu ce qui se faisait sur les premiers claviers de PC.
On fait des espèces de matrices à diodes, c'est tout simple, c'est pas cher. J'ai utilisé des diodes de communication à N40 et N48, ça doit coûter 1,50 € les 30, donc il n'y a pas de souci. Et donc ça me permet d'encoder ici mon clavier à 8 touches sur 4 fils seulement. Sur 4 fils même, en fait, je pourrais aller jusqu'à 15 touches si je voulais. Et ça fonctionne très très bien, j'ai aucun problème avec ce clavier. Donc voilà, c'était le dernier module. Je crois que j'ai fait le tour, j'ai tout à l'heure montré le fonctionnement. Ah si, j'ai oublié peut-être ici, donc si je rappuie une fois, je remets la tempo à 90 minutes, mais si je veux l'arrêter moi-même manuellement, là effectivement ce bouton il sert à alimenter une fois mais il ne sert pas à couper. Donc il faut faire et ça ici on a une mise en pause. Je vais on va mettre le son. Si j'appuie ici une fois, voilà, ça met en pause la lecture. C'est pas indispensable, mais si je me lève par exemple boire un verre d'eau, ça me permet de mettre en pause ma lecture. Mais ce bouton aussi, si je fais un appui long par contre, ça coupe tout. Voilà, un appui long, ça vient faire tomber le relais et tout éteindre. Parce qu'il fallait quand même un moyen de tout éteindre manuellement. Voilà, j'irai pas plus loin, s'il y a des gens que ça intéresse d'en discuter, alors attention, j'ai peut-être dit des choses qui techniquement sont aberrantes, parce que j'ai étudié l'électronique à l'école, mais c'était il y a 45 ans, et j'ai jamais pratiqué professionnellement, donc je peux avoir dit des grosses bêtises. Donc si des lecteurs ont des remarques à faire, ou ont déclenché des discussions, ils seront bienvenus. Et puis bon, d'un autre côté, moi je vais essayer de refaire toute cette documentation et puis de la mettre dans un PDF. Et de même, si des gens veulent des morceaux de code ou les noms des librairies surtout. Enfin, rapidement, je peux dire qu'ici pour celui-là, j'ai utilisé la librairie qui s'appelle sdfat.h de Bill Grayman. Et là-bas, j'ai une librairie, alors dont le nom est extrêmement compliqué. Elle s'appelle Arduino Librairie VS1053 for SDFAT. Hein, bon. Elle est plus ou moins dédiée au module SparkFun qui intègre à la fois un décodeur et une carte micro SD. C'est la seule que j'ai trouvée qui sache gérer les timers. Et puis la sdfat.h ici pour la carte micro SD, c'était la seule ou presque j'ai trouvé qui sache bien récupérer les noms longs des fichiers. Voilà. Et merci de la patience et puis peut-être à bientôt pour une autre vidéo. Je ferai sans doute une vidéo finale avec le prototype dans sa boîte et puis peut-être les toutes dernières modifications de fonctionnement si j'en fais encore, mais à mon avis là je suis au bout de ce que je voulais faire. À bientôt.